Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de retrouver aujourd'hui Rachid Sekkak, ancien directeur à la Banque d'Algérie et ancien président-directeur général de HSBC Algérie. Rachid Sekkak, bonjour. Bonjour. Très content de finalement pouvoir vous recevoir à Radio M depuis le temps. Finalement, oui, c'est toujours un plaisir de revoir un ancien copain de fac. Oui, on peut rappeler la belle époque de la fac d'Alger, une belle fac d'Alger de sciences économiques. Rachid Sekkak, vous avez fait une intervention remarquable et remarquée à la dernière matinale de Caire sur le thème de la modernisation du secteur bancaire en Algérie. Est-ce que c'est encore possible ? Bien évidemment que c'est possible, tout est possible, il suffit d'avoir la volonté. Oui, parce que c'est un peu un serpent de mer cette histoire de modernisation du secteur bancaire. Depuis le temps qu'on parle de réforme du secteur bancaire en Algérie. C'est un serpent de mer, je dirais plutôt c'est une arlésienne qui est jamais rentrée sur la scène. Puisque à chaque fois qu'il y a une crise dans ce pays, c'est un sujet qui revient sans jamais avoir un début de réalisation. Est-ce que, alors puisqu'on a évoqué la modernisation sous cet angle-là, est-ce qu'on n'a pas raté un rendez-vous ? Moi, je me rappelle très bien de ce moment dramatique où la vice-ministre en charge de la réforme bancaire, je crois que c'était en 2007, annonce que la privatisation du CPA n'est pas possible. C'était une opération qui était engagée, sur laquelle il y avait des offres, et d'un coup, ça s'est arrêté. C'était au moment de la crise des subprimes, je rappelle. Bien évidemment, la réforme du secteur bancaire en Algérie passera inévitablement par la privatisation totale ou partielle, à mon avis, d'au moins 2 banques publiques, pour ne pas les nommer, le CPA et la BDL, tout simplement parce que c'est les 2 banques qui sont le plus exposées actuellement au secteur privé, et demain on aura besoin de banques pour financer la PME, et à mon avis elles sont bien positionnées pour assurer ce rôle. Alors on va revenir sur la part des actifs publics dans le secteur bancaire tout à l'heure, mais auparavant vraiment c'est pas un moment clé qu'on a. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu quand même y aller ? Il fallait y aller, bien évidemment, mais comme on était, j'allais dire, en abondance relative de ressources, qu'on n'avait pas de contraintes budgétaires, ce pays a tendance à réformer quand il a des contraintes. Quand il n'en a pas, il continue à ronronner et à fonctionner comme il a l'habitude de le faire. Alors j'étais présent à la présentation de Mentouri quand elle a dit que c'était pas possible. Et alors, la raison officielle, c'est que les banques avaient retiré, les banques internationales qui étaient intéressées, on va pas les citer toutes, avaient bloqué leur offre parce qu'elles n'avaient plus de visibilité sur leur propre engagement dans le monde à cause de la crise. Je ne suis pas certain que cette réponse ne soit pas une réponse aseptisée d'un point de vue politique. Peut-être que de notre côté, le problème était plutôt une peur d'avoir une offre financière qui ne soit pas conforme à ce qu'on avait dans la tête. Voilà. Mais la privatisation se fera. Oui, ça s'est pas fait en 2007. Donc, évidemment, c'était un moment très tendu. Alors, l'intervention de Rachid Sekkak devant nos amis de Caire dans la semaine dernière, on peut résumer l'entrée en matière. L'intermédiation bancaire en Algérie est faible. À quoi on mesure une faiblesse de l'intermédiation bancaire ? Elle est faible et elle n'a pas permis, j'allais dire, malgré une abondance de ressources énorme pendant des années, malgré une liquidité bancaire exceptionnelle, le pays n'a pas réalisé un potentiel de croissance à 2 chiffres. C'est quand même assez surprenant. Est-ce que c'était si exceptionnel ? C'est vrai, je rappelle à nos amis auditeurs, j'ai dit que Rachid Sekkak était directeur à la Banque d'Algérie. Il faut dire que c'était à l'époque des vaches maigres. Hein. C'est important à rappeler. Et donc, quand on regarde les revenus de la Banque d'Algérie dans la période de la fin des années 2000 et au-delà, jusqu'à 2014 et peut-être jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, ce sont des ressources appréciables qui auraient dû donner de la croissance. Bien évidemment. Si on fait des comparaisons, mais il est difficile de comparer parce que la population d'aujourd'hui n'est pas la population qui était au début des années 90, mais le montant des importations de l'Algérie dans la première partie des années 90, est équivalent à ce qu'est aujourd'hui le montant des importations de services.
pour qu'on ait un ordre de grandeur. Donc ça n'a absolument rien à voir. Alors, bien évidemment, il y a eu abondance de ressources. Tout le monde a pu le constater, il y a eu des énormes dépenses budgétaires, il y a eu une distribution massive de pouvoir d'achat, il y a eu plein d'investissements dans les infrastructures, et la croissance, elle n'est pas là. La croissance n'était pas là parce que tout le monde s'étonnait que l'Algérie, au mieux, faisait des taux de croissance de 6 à 7%. Alors, et pas longtemps. Hein. Bien évidemment, c'est pas dû uniquement à la faiblesse de l'intermédiation bancaire, puisque on peut dire que en fait les rigidités structurelles de l'économie se reflètent dans le système bancaire et qui les accentue. Alors, mais comment on peut mesurer la faiblesse de l'intermédiation bancaire en Algérie? Il y a un certain nombre de critères, qui sont discutables, et on peut les comparer à ce qui se fait notamment chez les voisins ou chez des pays qui sont un peu semblables aux nôtres. Alors, premier élément, la densité des réseaux bancaires. La densité des réseaux bancaires en Algérie, on a une agence pour à peu près 25 000 habitants. Puisqu'on a grosso modo 1500 agences, on a une agence pour 25 000 habitants. En Tunisie, c'est une agence pour un peu plus de 6 000. Au Maroc, on a 6 400 agences. Ça vous donne une idée. Une agence pour 6 400 habitants. Non, on a 6 400 agences. Je ne connais pas le nombre d'agences par habitant, mais en tout état de cause, c'est... bien plus que les 1500 qu'on a chez nous. Exactement. De la même manière, quand on regarde un petit peu la part des ressources qui sont dans le secteur bancaire, elle ne représente chez nous que 52% du PIB, ce qui est très très faible. Ça représente grosso modo au jour d'aujourd'hui à peu près 90 milliards de dollars qui sont dans le secteur bancaire. De la même manière, on observe un ratio prêt par rapport au PIB qui est lui aussi très faible, parce que grosso modo il tourne autour de 50%, ce qui est faible. Une autre raison qui nous amène à dire que l'intermédiation bancaire est faible, c'est le montant des crédits aux ménages. Le montant du crédit aux ménages chez nous est équivalent à 7-8% du total des crédits accordés à l'économie. Au Maroc, par exemple, on est à 33%. Est-ce que c'est dû uniquement au fait qu'on a bloqué pendant longtemps les crédits à la consommation ? Ou est-ce que c'est tiré surtout par l'immobilier ? Je pense que le volet essentiel de cette insuffisance, et à mon avis c'est un indicateur qui montre un certain nombre de dangers, c'est que quand on va un peu plus loin dans l'analyse, on se rend compte que le niveau des crédits hypothécaires dans notre pays est très très faible, puisque le niveau des crédits hypothécaires par crédit hypothécaire, c'est crédit immobilier. Au jour d'aujourd'hui, les crédits immobiliers chez nous, les crédits hypothécaires, c'est 2% du PIB. La moyenne en Afrique, en fonction des pays, se promène entre 10 à 12%. En Europe, on est entre 50 à 60%. Aux États-Unis, on est à 70% du PIB. Alors ça renvoie à une question très très simple. Qui finance l'habitat dans ce pays? Il y a probablement un gouffre financier qui est là. La séparation de la nécessité d'un acte d'épargne avant d'accéder au logement a été supprimée il y a une vingtaine d'années. Au jour d'aujourd'hui, on peut se poser la question que si on veut capter une partie des 5 000 milliards de circulation fiduciaire qui circulent dans l'économie informelle ou qui sont dans les bas de laine des ménages, ne serait-il pas urgent, j'allais dire, de revenir à un principe sain, de dire, pour avoir accès au logement, il faut un effort d'épargne. Au jour d'aujourd'hui, le financement de l'habitat est un gouffre financier sans fond pour les finances publiques. Et en tout état de cause, pas transparent
et en tout état de cause n'est pas un élément qui permet une inclusion financière. L'accès au logement devrait être un instrument d'inclusion financière d'un certain nombre de nos compatriotes. Et là, on peut le rappeler, l'indicateur, ce sont les très faibles 2% seulement de crédits hypothécaires rapportés au PIB. Exactement. De la même manière, effectivement, j'allais dire, les crédits à l'économie sont à peu près équitablement répartis entre le secteur public et le secteur privé. Pour rappel, les banques publiques financent la totalité du secteur public. Elles financent 75% du secteur privé, c'est eux les plus grands financeurs du secteur privé. Les banques privées, elles ne financent que les banques privées, elles n'en financent qu'un quart. Mais ce que l'on constate, c'est que globalement, les crédits au secteur privé, ce n'est que 24% du PIB. Ce qui est très très faible. Et moi j'ai On a un élément de comparaison. C'est trois fois ce chiffre-là chez nos voisins. Moi j'ai une conviction, j'allais dire, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que j'ai une conviction, c'est que la croissance dans ce pays, elle viendra de l'entreprise privée ou elle ne viendra pas. Donc il faut qu'on sorte du schéma, de la croissance tirée par l'entreprise publique ou par la dépense publique. Ah, mais je pensais qu'on en était sorti depuis très longtemps. Non, on n'en est pas. Non, je pense que non. La preuve. La preuve. Alors, si on a bien tout compris, Rachid Skak, une mauvaise intermédiation ou une faible intermédiation bancaire, à un moment où il y a beaucoup de ressources, c'est en fait avoir beaucoup d'opportunités pour mettre de l'argent sur des entreprises qui peuvent apporter de la richesse, de la croissance, et ne pas le faire, et rater la cible. C'est en fait en gros un peu ça. C'est partiellement ça. Il y a aussi, à mon avis, un autre souci, c'est que, soyons très clairs, il y a très peu d'entreprises en Algérie. Parce que tout le monde parle des PME, mais ces PME, je pose une question simple, elles sont où ? Pour une partie, elles sont à Al-Harrach en ce moment. Quand on regarde... je parle des chefs d'entreprise. Quand on regarde, j'allais dire, les données sur le tissu économique de l'Algérie, on se rend compte que dans la réalité, on est un pays non pas de PME, mais de TPE, de toutes petites entreprises. C'est-à-dire de moins de 9 salariés qui interviennent massivement, soit dans les services, soit dans les BTP. Il y a très peu de PME nobles comme on en rêve tous. Voilà. Donc il y a aussi... Ça, c'est l'argument, on l'entend chez les banquiers, notamment publics, qui ont tendance à dire, effectivement, vous nous reprochez de ne pas financer suffisamment l'économie privée, mais cette économie privée est faible. Donc, vous corroborez. L'économie privée est faible. Et si vous voulez, quand on regarde un petit peu, c'est ce qu'on a essayé de faire lors de la séance avec Caire, quand on regarde un petit peu les griefs que font les banques aux entreprises et les griefs que font les entreprises aux banques, franchement, on est dans une typologie de critique et de constatation tout à fait identique à ce que l'on retrouve par exemple en Europe, mais avec une intensité beaucoup plus forte en Algérie. Chez nous, les entreprises, soyons à la défense du banquier, nos entreprises, c'est souvent un one-man show, familial, avec une gouvernance qui est très faible, avec une opacité dans les données financières, avec j'allais dire, une incapacité à construire un business plan qui soit crédible, etc. Donc, c'est pas très rassurant. Oui, alors, il y aurait pu y avoir un facteur de modernisation qui aurait pu empêcher ou atténuer ce tableau effectivement un peu archaïque de l'entreprise algérienne, c'est le lancement en 97 de la bourse d'Alger, et donc de la croissance avec du capital et de l'épargne publique, et ça a fait un flop aussi, ça participe à la faiblesse globale de l'écosystème et du marché financier. Oui. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas ? Bon, la bourse, soyons clairs, la bourse au jour d'aujourd'hui, la bourse et le marché financier, c'est des montants totalement ridicules, totalement ridicules comparés à ce que l'on constate dans des pays voisins. Alors, tout le monde parle du développement de la bourse, tout le monde parle du développement du marché financier. Soyons très clairs. Il ne pourra pas y avoir dans ce pays de développement significatif de la bourse s'il n'y a pas privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques.
L'envolée des volumes, l'envolée de la profondeur du marché boursier viendra de la privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques. Le CPA, la BDL, une partie de Mobilis, très probablement une compagnie d'assurance, les sociétés de travaux pétroliers. Il y a un tas de choses qui peuvent aller assez rapidement à la bourse. Alors, pour un petit peu atténuer les réticences sociales qui pourrait y avoir à ce mouvement, n'ayons pas peur de voir émerger aussi un actionnariat salarial. C'est une manière par laquelle ça s'est passé dans un certain nombre de pays, notamment dans l'ex-Europe de l'Est. Donc il ne pourra pas y avoir très clairement, très clairement d'accélération dans la profondeur du marché boursier s'il n'y a pas privatisation. Parce que l'exemple de la privatisation sera, aussi un exemple pour un certain nombre d'entreprises privées, d'entreprises privées, d'ouvrir leur capital, de se moderniser dans leur système de gouvernance, etc., etc. L'élan viendra de la privatisation. Alors, quand on parle du secteur privé, on a quand même envie de vous poser la question, Rachid Sekkak, vous avez été le patron de HSBC Algérie, et c'est quelque chose qu'on entend sur la bouche un peu du régulateur, Banque d'Algérie, aussi chez les collègues des banques publiques. Les banques privées n'ont pas réussi à transformer l'essai. Elles sont 16 sur la place d'Alger. Elles auraient pu faire une meilleure intermédiation bancaire en trouvant et en finançant les PME de manière un peu plus efficace que ne l'a fait le secteur privé, dont on va voir tout à l'heure qu'il est sous injonction et qu'il ne peut pas le faire. Tout à fait, mais ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué depuis 2013. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, en 2009, il y a des oukases qui tombent du ciel et qui disent, messieurs les banquiers, à partir d'aujourd'hui, le mode de financement unique des importations, c'est le crédit documentaire. Ça, vous ouvrez un boulevard à commission et vous ouvrez un boulevard à revenus pour toutes les banques. Et ensuite, vous saisissez les opportunités. Au même moment, on vous dit, vous ne financez plus le crédit à la consommation, vous ne financez plus le crédit auto. Ce qui fait que, de facto, le développement de la banque de particuliers devient une activité qui ne peut pas être rentable. Grosso modo, on se concentre sur les opportunités qu'offre le commerce extérieur, et puis on arrive à des choses complètement aberrantes où l'activité annexe de commerce extérieur, puisqu'il s'agit d'une activité annexe d'après la réglementation bancaire, devient le métier essentiel des banques privées en Algérie, puisque d'après une étude de la Banque centrale, jusqu'en 2012, en moyenne, le PNB tiré des opérations de commerce extérieur représentait grosso modo entre 60 et 70% du PNB des banques privées. Bon, la Banque centrale, constatant cette anomalie, a plafonné les commissions sur commerce extérieur, a indirectement supprimé la commission de change, qui était une commission très très juteuse, et a imposé une réduction prudentielle au niveau du ratio des engagements extérieurs, en faisant passer ce ratio des engagements extérieurs à 2 plutôt qu'à 4. Comprendre, vous ne pouvez ouvrir des crédits documentaires grosso modo que pour un montant équivalent à 2 fois vos fonds propres, alors qu'avant on était à 4 fois les fonds propres. À partir de là, si vous voulez, on était à l'époque à un PNB des banques privées en Algérie qui représentait en gros $1 milliard, $1 milliard de PNB. On est à quelle période là ? 2012, ça représente à peu près $1 milliard de PNB. En 2013, la Banque centrale fixe des plafonds de commission. Les banques réorientent leur activité plutôt vers l'activité de prêt, et on passe d'une structure de PNB où on était grosso modo à 75%
en commission, 25% en intérêt, on passe en 2017-2018 à une structure qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire... Et donc il y a eu une bonne évolution. Alors, il y a eu une bonne évolution, mais bon, le problème dans le financement, c'est que, écoutez, première chose, c'est que pour financer, il y a quand même deux conditions qui doivent être remplies. C'est que il faut qu'il y ait des projets bancables, hein, et je pense que du fait du niveau de notre secteur privé, il y a un déficit de projets bancables, hein, il y a un déficit de projets bancables. Il n'y a pas autant de projets bancables que ce que l'on veut bien dire. Là, c'est le banquier qui parle. Non, hein. c'est pas parce qu'on vient voir la banque avec 2 feuilles de papier et qu'on lui dit tu me prêtes 10 millions d'euros qu'on va vous prêter 10 millions d'euros. C'est un peu plus complexe en termes d'efforts de conviction et d'efforts de professionnalisme. Et puis la deuxième chose, c'est que pour prêter de l'argent, il faut en avoir. Hein, et les ressources ne sont pas chez les banques privées. Les ressources qui existent chez les banques privées, puisque les banques privées ont une tendance à gérer leur bilan de manière un peu plus, beaucoup plus rigide que les banques publiques. On va pas dans des ratios de transformation complètement délirants. Alors il n'y a pas de ressources. Vous êtes en train de nous expliquer que si le réseau ne s'est pas densifié, le réseau bancaire, c'est pas uniquement parce que la Banque d'Algérie, le régulateur, délivre trop lentement les autorisations pour ouvrir de nouvelles agences dans le pays, mais c'est aussi parce que les décisions des banques et des staffs d'aller dans d'autres endroits sont très chichement calculées pour la collecte des revenus. C'est un peu cela qu'on a compris. Un peu, mais pas totalement. Je trouve aberrant. Hein, je trouve aberrant que l'on doive obtenir une autorisation de la Banque centrale pour ouvrir une agence. Voilà, c'est tout. Parce qu'on est dans une aberration où vous créez l'agence, hein, et puis elle est là physiquement, et quelquefois vous devez attendre 18 mois à 24 mois pour avoir un audit de la Banque centrale et avoir l'autorisation. C'est pas si ça décourage. Ça décourage, et en tout état de cause, j'allais dire, tout doit être fait pour améliorer l'inclusion financière des Algériens. Alors, on va parler quand même des solutions de cette modernisation. Alors, le premier chapitre que vous avez évoqué, c'est celui de la gouvernance et de la modernisation de la gouvernance. Ça tombe très bien, cette semaine, le gouvernement a potassé sur un texte, a planché sur un texte, on n'en a pas les détails, mercredi dernier, qui est supposé peut-être moderniser, en tous les cas réformer la manière de diriger, de gouverner, de faire travailler les banques publiques. Alors, avant d'arriver à la gouvernance des banques publiques, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que les autorités veulent faire du secteur bancaire. Au jour d'aujourd'hui, les attentes et les objectifs des autorités sont flous. Le plus souvent, ils sont inconnus. Et on n'a pas une doctrine très très claire sur le développement du secteur bancaire. Et ceci a pour effet une absence de visibilité pour les investisseurs locaux et étrangers qui pourraient avoir un intérêt à investir dans le secteur. Ce serait quoi une doctrine aujourd'hui une doctrine très très claire. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à donner de nouvelles licences à des banques étrangères ? Oui ou non ? À quelles conditions ? Hein ? Est-ce qu'on est prêt à abroger la règle du 51-49 dans le secteur ? On a annoncé que la règle du 51 était abrogée pour les secteurs non stratégiques, mais est-ce qu'on considère le secteur bancaire comme stratégique ou pas ? Personne ne le sait au jour d'aujourd'hui. Supposons que cette règle du 51-49 ne soit pas abrogée. Est-ce qu'on va autoriser enfin clairement les investisseurs privés algériens à intervenir dans les 51%, ou est-ce qu'on oblige le 51% à être uniquement une entité publique ? Il y a le FNI n'a plus de sous, hein, Rachid Ska. Comment ? Le FNI n'a plus de sous. Oh, on nous a démontré que quand le FNI n'a pas d'argent, il suffit d'aller à l'imprimerie. Oui, mais ça aussi on va arrêter. On est supposé arrêter. Voilà. Oui, on est supposé arrêter, mais bon, on pourra revenir un autre jour sur le volet endettement extérieur qui fait parler beaucoup de monde. Mais bon, quand
quand vous êtes à 10 ou 12% de déficit budgétaire par rapport au PIB, quand vous avez complètement utilisé votre épargne budgétaire en vidant le FRR de sa substance, si j'ai bien compris les cours que tu as eu comme moi en première année de Sciences Éco ou en deuxième année en TAM, comment on finance ce déficit budgétaire? Alors, on est en déficit de ressources, comment on va trouver ces ressources? Bien évidemment, on espère que l'endettement extérieur va apporter une partie des ressources, mais si les déficits restent au même niveau qu'ils sont projetés ou qu'ils ont été, je vois pas comment on pourra remettre en cause le financement non conventionnel, parce que il faudra couvrir le gap, et le gap est énorme. Le gap est énorme. Bon, on pourra revenir là-dessus un autre jour. C'est un sujet d'une plus grande complexité encore que... Alors, nous en étions à comment faire en sorte que la gouvernance des banques puisse profiter d'une doctrine pour pouvoir avancer. Et la doctrine, donc, ce serait de répondre aux questions que tu as évoquées. Aux questions, donner de la visibilité aux investisseurs. Alors, bien évidemment, et c'est une bonne nouvelle, que le gouvernement s'intéresse à la modification de la gouvernance des banques publiques. C'est une avancée significative. Bon, on a de la peine à y croire. On a de la peine à y croire. Attendons de voir la profondeur de ces évolutions institutionnelles au niveau des banques publiques. Alors, comme je l'avais évoqué lors de la conférence de Caire, je crois il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire assez rapidement. La première chose, c'est qu'il faut clarifier le rôle des banques publiques. Il faut clarifier le rôle des banques publiques. Pourquoi ? Parce que les banques publiques, elles ont une fonction un peu bâtarde. Elles sont à la fois dans une logique commerciale vis-à-vis du marché, vis-à-vis des banques privées, et puis d'un autre côté, elles exécutent des objectifs non commerciaux des pouvoirs publics. Mais tout ça se retrouve dans les bilans des banques. Ça fausse complètement l'évaluation de la performance des banques, donc il faut assez rapidement revenir à la transparence. Et la transparence, c'est quoi ? C'est que les coûts d'exécution des objectifs non commerciaux qui sont donnés par les pouvoirs publics soient couverts totalement par des dotations budgétaires complètement transparentes. C'est pas le cas, c'est le cas. Elles sont pas transparentes, mais c'est le cas. Elles sont couvertes, puisque les banques sont toujours là. Elles sont couvertes, mais vous avez dans les bilans tout et n'importe quoi. Vous êtes incapable au jour d'aujourd'hui d'évaluer la performance exacte des banques publiques, parce que on ne sait pas d'où viennent ces résultats, d'où viennent ces problèmes, d'où viennent ces prêts non performants, etc., etc. Bon. Le deuxième problème, et la crise actuelle le démontre, en est la démonstration, c'est que il faut mettre fin aux injonctions externes. La banque par téléphone, dans cette typologie-là, c'est pas la bonne banque. C'est pas la bonne banque, et ça a un effet très clair sur l'allocation des ressources. Donc il faut revenir au minimum à l'autonomie des entreprises et laisser les gens des banques publiques travailler en toute autonomie. Alors, troisième élément dans le volet gouvernance, c'est l'élargissement et le renforcement des conseils d'administration des banques. Je pense que là, le gouvernement va le faire. Je pense que le gouvernement va le faire. Il faut ouvrir à des experts bancaires, à des experts financiers indépendants, l'accès au conseil d'administration des banques. Pourquoi moi, par exemple, je ne pourrais pas être administrateur d'une banque publique ? Il n'y a pas besoin d'être un sous-directeur ou d'un chef de bureau ou un directeur au niveau du ministère des Finances pour être administrateur. Or, aujourd'hui, la totalité des administrateurs des banques publiques proviennent du ministère des Finances. Bon, ils ont plein de compétences dans leur domaine, la fiscalité, la conjoncture, etc. Mais ils n'ont pas forcément les compétences voulues en matière de technique bancaire et de stratégie bancaire pour être administrateur. De la même manière, peut-être qu'il faut
et je pense que là aussi ça risque d'arriver, dissocier la fonction de président du conseil d'administration et de directeur général, hein, ça permet de créer des contre-pouvoirs, et de la même manière, si on nomme des administrateurs indépendants, il faut que ces administrateurs indépendants reçoivent des lettres d'instruction et des lettres de mission qui indiquent très clairement les objectifs qu'ils doivent atteindre. Hein. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des conseils d'administration, il faut créer une responsabilité solidaire et collective, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on n'est pas parti trop loin ici ? Est-ce qu'on n'est pas parti sur le territoire d'un prérequis qui est celui du changement de la gouvernance politique, avec de la légitimité, de la possibilité d'engager des réformes de ce type-là, parce que toutes cette recette-là, on les connaît, on les entend depuis des années, mais la volonté politique et le contexte qui doit engager ce type de réforme n'a jamais été ici. Aujourd'hui, on peut l'espérer, mais c'est pas encore le cas. Bon, on peut l'espérer, que ça vienne dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, mais il y a des choses que l'on peut faire immédiatement. Je pense que l'amélioration de la gouvernance des banques publiques, d'un point de vue purement institutionnel, est tout à fait possible. Au jour d'aujourd'hui, je vois pas en quoi l'environnement politique pourrait empêcher une banque de renforcer ses outils de pilotage. Le téléphone pour les amis. Le téléphone pour les amis, et puis il y a le volet social. On va pas laisser tomber le Hajjal, on va dire à la BEA de continuer à soutenir le Hajjal, on va pas laisser tomber SNVI. C'est des choix régaliens du gouvernement qui impactent les banques publiques. Non, et ça, c'est pas terminé. On peut dire à la BEA de continuer à soutenir la Hajjar sans aucun problème. Ça ne me dérange pas. Mais on le dit, mais on paye. On laisse pas ça noyer dans les bilans de la BEA sans savoir ce qui relève de la compétence du management de la BEA et ce qui relève des injonctions du gouvernement. De la même manière, c'est pas parce que l'environnement politique est pas totalement stabilisé qu'on peut pas mettre en place un système de pilotage ou un ERP totalement efficace. Hein. De la même manière, je crois que nos banques doivent améliorer considérablement leur transparence, hein, puisque les états financiers doivent être beaucoup plus détaillés que ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, doivent inclure une description plus précise des risques. Moi, je suis partisan d'obliger nos banques publiques à obtenir un rating. La Banque centrale d'Irak vient de lancer la procédure. La Banque centrale d'Irak. Pour nos amis auditeurs, le rating, c'est la note, c'est la notation. Voilà, parce que d'autant plus que j'allais dire, on va vers une nouvelle politique où il y aura un investissement, un endettement extérieur. Les banques publiques auront un rôle évident dans la mise en œuvre de cet endettement extérieur. On a pris tellement de retard, ça fait tellement longtemps qu'on parle de modernisation et de réforme du secteur bancaire en Algérie qu'on a le sentiment que tout ce qui a pu être proposé, on n'a pas pu en faire le tour, et il y a 7 axes de propositions d'action de modernisation arrive aujourd'hui, en 2019, un peu juste comme une opération de rattrapage, et que pendant ce temps-là, dans le monde, on est déjà sur de nouvelles problématiques, la banque virtuelle, la digitalisation, les services numériques. Est-ce que l'Algérie peut, dans certains métiers, de la banque, faire des sauts technologiques et plutôt que du rattrapage ? Dans certains métiers, c'est tout à fait possible. Mais là aussi, j'allais dire, le souci qu'on a, c'est qu'il faut qu'on revoie complètement le mode de fonctionnement des instances de régulation. J'ai pour habitude de dire aux instances de régulation, où qu'elles soient, hein, dans les télécoms, dans le secteur bancaire, ailleurs, innovons. D'abord, n'ayons pas peur de l'innovation, hein, parce que l'innovation viendra de la concurrence, hein, donc soyons très clairs. L'innovation, c'est la concurrence qui est le driver. Et l'innovation, n'ayons pas peur de l'innovation. Dans ce pays, on a plutôt tendance à avoir peur de l'innovation. Et on a surtout comme seule habitude de tout vouloir réglementer. Hein. Là, il faut un choc culturel à l'intérieur des autorités de régulation. J'ai envie de leur dire,
essayons d'innover, créons les nouveaux produits, les nouveaux services, et ensuite seulement, après, on légiférera et on réglementera. On fixera va réglementer la après. On va réglementer après. Chez nous, c'est toujours un peu l'inverse. On réglemente et on légifère avant la création des nouveaux produits et avant la création des nouveaux services. C'est la peur du changement. C'est la peur du changement, oui, mais sans aucune raison apparente, parce que, j'allais dire, on a aussi cette sale manie à ne pas comprendre que la mission du régulateur, c'est de soutenir le marché, et non pas de se substituer à lui. Hein. De la même manière, souvent chez nous, on pose la question d'un point de vue institutionnel, et alors qu'on devrait se poser plutôt la question: quel est le service qu'on veut rendre, hein? Puisque si un service, par exemple un service de paiement permettant une inclusion financière plus grande de la population doit être rendu par une entreprise de télécom, eh ben on y va, hein? N'ayons pas peur. Donc la frilosité par rapport au paiement, au mobile payment, n'est pas justifiée. Non, tout à fait. Mais là, on peut rattraper le retard. On peut rattraper le retard assez rapidement pour une raison simple, c'est que franchement, dans ce domaine-là, je rencontre tous les jours des gamins qui sont brillantissimes. Certains ont même créé leur entreprise et interviennent sur le marché africain. Certains d'entre eux en Europe. La diaspora, franchement, regorge de talents dans ces domaines des fintech et des nouvelles technologies. Bon, il est temps d'ouvrir les yeux et de créer, par exemple, des sociétés de capital risque dédiées au fintech, mais des sociétés de capital risque qui soient des sociétés privées, pas des gouffres sans fond du type dispositif aidé qu'on a pu voir par le passé, où en fait on a dépensé 7 à 8 milliards de dollars en pure perte. C'était pas de la perte, ça a permis d'avoir de la paix sociale et de perdurer. C'est jamais tout à fait de la perte. Rachid, écoutez, je vais pas revenir là-dessus, mais je ne suis pas d'accord, parce que ce qui se passe depuis le 22 février a démontré, c'est que la paix sociale ne s'achète pas. La paix sociale se construit. Et la paix sociale ne pourra se construire qu'avec de la croissance et de l'emploi. Et ça, vous pouvez pas faire ça avec un budget, je m'excuse. Oui, on l'a bien compris. Voilà. C'était une boutade. Alors on dira quand même un dernier mot sur le régulateur. On a beaucoup évoqué pendant cette émission le régulateur. Vous êtes un enfant de la Banque d'Algérie, Rachid Sekak. Fier de l'être. La Banque d'Algérie n'a pas de gouverneur. Est-ce que c'est normal? Première question. Elle a un gouverneur par intérim. Elle n'a pas de gouverneur. Bon, voilà. Première question. Deuxième question. Est-ce que le job vous intéresse? Là, vous connaissez très bien la Banque d'Algérie. Là, c'est une question piège. Moi, je pense que l'élément essentiel, peu importe. L'innovation, laisser. Il y a une doctrine quand même derrière ce que vous dites. Laisser innover, réglementer derrière. C'est ce dont on a besoin. Il y a un élément, à mon avis, beaucoup plus important en ce qui concerne la Banque d'Algérie. Écoutez, moi j'ai eu la... Je sens que vous allez botter en touche. Là. Non, je vais pas botter en touche. J'ai eu la chance de rentrer à la Banque d'Algérie sous le gouvernement Amrouche. Hein. J'ai eu la chance de me retrouver assez rapidement, alors que je sortais tout frais moulu de l'université en qualité d'enseignant, de me retrouver secrétaire général du Conseil de la monnaie et du crédit. Quelque part par là, il y a eu un homme, il y a eu des équipes qui ont fait confiance à une jeunesse. Hein. Ça a donné des résultats. Hein. Donc, premier élément, faites confiance à la jeunesse, hein, ouvrez le jeu, hein, élargissez la panoplie de vos règlements, de vos nominations, arrêtez la cooptation, hein, ouvrez le jeu pour les recrutements à des fonctions supérieures. Ne regardez pas uniquement autour de vous, élargissez un peu le chèque de vos recrutements. Deuxième chose... Émancipez-vous des critères d'allégeance qui sont souvent les critères de nomination, malheureusement. Hein. Ça peut pas continuer.
J'allais dire, soyons Absolument. très clairs, ça ne peut pas continuer. De la même manière, je crois qu'il faut revenir assez rapidement à une vraie autonomie de la Banque d'Algérie. Alors bien évidemment, l'autonomie de la Banque d'Algérie, c'est l'autonomie qui existait avec la loi Monnaie et Crédit d'avril 90. Hein. Cette loi monnaie-crédit et cette autonomie de la Banque d'Algérie, elle a donné des boutons à tous les politiques, hein, pas uniquement à M. Bouteflika. Hein. Dès l'arrivée de M. Belaïd Abdeslam, les gens ont attrapé des boutons. Hein. Donc le problème de la relation conflictuelle est inacceptable pour le politique d'une banque centrale autonome, j'allais dire, et date depuis 30 ans. Alors, gouverneur de la Banque d'Algérie, cher ami, l'article 51 de la Constitution a posé de gros soucis. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on a considéré qu'il y avait les Algériens du premier collège et du deuxième collège. Hein. Il faudrait, si on veut réellement impliquer la diaspora dans la nouvelle Algérie, dans la construction de la nouvelle Algérie, si on veut réellement, j'allais dire, à obtenir, puiser dans ce réservoir de compétences qui est très très important, à mon avis, il faut assez rapidement revenir sur ce sujet. Ouais, Hein. Ceux qui ont proposé de revoir la Constitution avant d'aller au présidentiel n'ont pas totalement tort. Et je note au passage quand même que les binationaux, on les aime bien quand ils nous font gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ça devrait être le cas dans tous les cas. Ils peuvent t'aider dans beaucoup d'autres domaines. Absolument. Hein. Ils peuvent t'aider dans beaucoup d'autres domaines, d'autant plus que pour la plupart d'entre eux, ils l'ont déjà démontré. Absolument. Merci beaucoup. Merci Rachid, c'était extrêmement édifiant. Merci beaucoup pour cet exposé sur la modernisation du secteur bancaire en Algérie. On reviendra sur la dette, bien sûr. On reviendra sur la dette quand on aura vu la copie. Parce que pour le moment, on n'a pas vu la copie. Merci. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.